Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue pour le tout premier épisode de Globecast, le podcast qui décrypte l'actualité. Nous sommes le 22 octobre 2024 et ce mois-ci nous nous rendons dans la Corne de l'Afrique où les lignes géopolitiques sont en train de bouger. Je suis Émile Lecras et pour en discuter nous accueillons aujourd'hui Antonin Villemain. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Le 10 octobre, les ministres des Affaires étrangères égyptiens, somaliens et érythréens se sont rencontrés à Asmara, dans la capitale érythréenne, pour signer un accord de coopération sécuritaire visant à approfondir leurs relations. Une rencontre sans précédent à laquelle n'était pas conviée la principale puissance de la Corne de l'Afrique ainsi que le deuxième pays le plus peuplé du continent, l'Éthiopie. Cette nouvelle alliance participe à un remodelage des rapports de force et de la géopolitique régionale. Et pour cause, elle réunit pour la première fois 3 pays historiquement en conflit avec l'Éthiopie. Les relations égypto-éthiopiennes sont en effet à leur plus bas depuis plusieurs décennies, en lien notamment avec la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil par Addis Abeba, qui est accusé par le Caire de pouvoir nuire à l'approvisionnement hydraulique de l'Égypte. En ce qui concerne la Somalie, celle-ci avait considéré l'accord entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland du 1er janvier 2024, concédant notamment l'accès au port de Berbera et l'établissement d'une base navale éthiopienne sur le golfe d'Aden comme une agression contre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Quoi qu'il en soit, au cours de ce sommet, ont été discutées entre autres les questions de la guerre au Soudan, des attaques Houthis en mer Rouge depuis le Yémen, etc. Les 3 pays en ont également profité pour rappeler leur attachement au respect sans équivoque de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des pays de la région. Ils s'engagent alors, je le cite, à combattre l'ingérence dans les affaires étrangères des pays de la région sous quelque prétexte ou justification que ce soit. Monsieur Villemain, pour commencer, comment pouvez-vous expliquer la montée des tensions que nous observons dans la Corne de l'Afrique ? Vous avez raison de me poser la question de cette façon. En effet, l'accord du 10 octobre intervient dans un contexte très particulier qui est celui d'une crise régionale plus profonde en Afrique de l'Est, crise qui prend ses racines dans une multitude de différends opposant depuis des années l'Éthiopie à ses voisins, mais aussi l'Éthiopie à l'Égypte. Ces 2 pays, aux ambitions régionales opposées, étant en compétition pour la domination au sein de la Corne de l'Afrique. Plusieurs dossiers cristallisent les tensions. Parmi les principaux, il y a d'abord cet accord, le mémorandum d'entente que vous venez d'évoquer, et qui a été signé entre le Somaliland et l'Éthiopie cette année, cédant en effet à l'Éthiopie un droit d'accès à la mer ainsi qu'un port situé dans le territoire contrôlé par les rebelles, le port de Berbera. Donc cet accord constitue, aux yeux du pouvoir somalien, un véritable précédent diplomatique qui pourrait aboutir à la reconnaissance officielle de la province séparatiste du Somaliland dans un futur indéterminé. Et il est vrai, dans une certaine mesure, que cet accord a contribué à renforcer la légitimité du Somaliland dans ses revendications à l'indépendance. Rappelons d'ailleurs que le Somaliland et la Somalie sont en conflit ouvert depuis la proclamation d'indépendance en 1991. L'accord passé entre l'Éthiopie et le Somaliland a donc provoqué l'ire du gouvernement central somalien. Cet arrangement, comme nous l'avons dit, n'a fait qu'attiser les tensions entre des gouvernements déjà en proie à la discorde, notamment au sujet de la gestion des eaux du Nil, et cela fait maintenant 10 ans que des cycles de négociations se succèdent entre l'Éthiopie, l'Égypte, ainsi que d'autres États de la région, pour savoir ce qu'il convient de faire concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le 4e cycle de négociations, entamé en décembre 2023, s'est lui aussi achevé par un échec puisqu'aucun accord n'a été trouvé entre les États concernés. Le dialogue a repris en août, sans avancée significative, et sans espoir d'avancement du fait du retrait égyptien du processus de négociation. Depuis, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'a fait que multiplier les interventions à l'ONU pour demander le soutien du Conseil de sécurité face à ce qu'il perçoit comme une forme d'intransigeance et d'unilatéralisme éthiopien. Celui-ci participerait à une déstabilisation au niveau régional. En parallèle, l'accord cadre de coopération sur le bassin du Nil, qu'on abrège souvent CFA, est entré en vigueur ce dimanche 13 octobre 2024 entre les pays situés en amont du Nil, soit l'Éthiopie, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie ainsi que le Burundi. Il vise à s'accorder sur l'usage des eaux du Nil, sous la supervision d'une commission du Nil. L'Égypte, mais aussi le Soudan, qui est un autre acteur important qui profite du statu quo actuel, puisque les 2 pays situés en aval ont les mêmes intérêts en ce qui concerne leur dépendance vis-à-vis du Nil, considèrent qu'ils ont un droit historique dessus et que cet accord représente une menace existentielle pour leur sécurité. Le traité CFA, donc, signé à Entebbe en Ouganda ce 13 octobre, a donc été refusé par l'Égypte et le Soudan. Comme vous le voyez, on assiste bel et bien à une montée des tensions qui se manifeste également sur le plan militaire.
la déclaration tripartite du jeudi 10 octobre 2024, visant à renforcer la sécurité régionale, fait écho aux préoccupations sécuritaires des acteurs de la région. En témoigne l'accord militaire signé en août 2024 par les gouvernements somaliens et égyptiens, qui prévoit notamment l'envoi de troupes égyptiennes au gouvernement central de Mogadiscio, ainsi que des livraisons d'armes. Si l'une des raisons officielles de cette escalade militaire est la lutte contre les islamistes du groupe Al-Shabaab, encore très actifs dans le pays, il semblerait que la Somalie et l'Égypte cherchent avant tout à se prémunir des ambitions éthiopiennes dans la région. Le Caire cherche tout spécialement à garantir son influence particulière dans la mer Rouge ainsi que dans la Corne, et il s'appuie pour cela sur les ennemis, rivaux et concurrents d'Addis Abeba dans le secteur. La Somalie a également cherché à renforcer son arsenal sécuritaire en nouant un partenariat militaire avec la Turquie en février 2024. Ankara, qui coopère déjà avec la Somalie dans de nombreux domaines, s'est ainsi engagé à aider à la sécurisation des côtes somaliennes en fournissant des navires ainsi que des formations. La Corne d'Afrique est un passage crucial pour le commerce mondial, mais également une source importante d'extraction de ressources naturelles. Les termes de l'accord prévoient l'octroi à la Turquie de 3 blocs d'hydrocarbures extractibles. Consciente du risque que pose le déploiement de navires dans les eaux bordant le Somaliland, la Turquie a tenté une conciliation entre les différentes parties, se posant donc en médiatrice. Ankara cherche en effet à étendre son influence dans la région et à multiplier les collaborations, notamment dans les domaines énergétiques. En effet, des projets ont été prévus, comme par exemple avec le Niger ou la Libye. Alors que la situation semble en effet extrêmement tendue dans la région en ce moment, on est en droit de s'interroger comment en sommes-nous arrivés là et comment cela se fait-il que la région soit à ce point traversée de rivalité et d'animosité de part et d'autre. Alors, tout d'abord, il convient d'adopter une certaine profondeur historique afin de pouvoir mieux comprendre les dynamiques en cours dans la région. La rivalité qui existe entre l'Égypte et l'Éthiopie n'est pas récente. Si on veut, on peut même remonter à l'Antiquité ainsi qu'aux guerres entre le Kémet d'Égypte, la Nubie, donc la Nubie à peu près l'équivalent du Soudan actuel, ainsi que l'Abyssinie, donc c'est à peu près l'équivalent de l'Éthiopie actuelle, pour en trouver les premières traces. Mais pour partir d'une époque plus récente, il faut rappeler que dès le début du 19e siècle, Mehemet Ali, fondateur de l'Égypte moderne, avait essayé d'envahir les régions situées en amont du Nil et réussi à remonter jusqu'à l'actuel Khartoum. En 1875, Ismail Pacha, donc le petit-fils de Mehemet Ali, envahit l'empire éthiopien. La mer Rouge et le bassin supérieur du Nil ont en effet une importance stratégique et économique pour le pays, mais la guerre s'achève par une défaite égyptienne qui met un frein aux ambitions du pays dans la région. La période de colonisation qui suit voit une accalmie des rivalités, l'Égypte étant passée donc sous la coupe de la Grande-Bretagne en 1882. Ce n'est qu'à partir des années 1950 que l'Égypte puis le Soudan prennent leur indépendance. La République d'Égypte renoue avec ses ambitions modernisatrices sous la présidence de Nasser, comme en témoigne la construction du haut barrage d'Assouan, débuté en 1960. En parallèle, l'Éthiopie de Haïlé Sélassié renforce sa propre place dans le concert des nations en faisant participer son pays activement à plusieurs instances multilatérales telles que l'ONU. Le soutien de l'ONU et le panafricanisme sont alors perçus comme des garanties contre les velléités expansionnistes de ses voisins arabes et somaliens. Les deux pays adoptent dans le même temps deux alignements opposés durant la guerre froide. Nasser se rapproche du bloc soviétique, tandis que Sélassié entretient de bonnes relations avec les grandes puissances occidentales, à commencer par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Celui-ci, en contradiction totale avec les principes des coloniaux, brandis officiellement par son pouvoir, s'oppose d'ailleurs au départ d'Égypte de la Grande-Bretagne, redoutant la réapparition d'une menace à sa frontière nord. Il soutiendra également la formation d'un Soudan contre la volonté du Caire de retrouver les frontières d'avant 1882. Enfin, l'église copte d'Éthiopie coupe entièrement les ponts avec le patriarcat d'Alexandrie durant ces années-là, ce qui signale donc le retour d'une double polarisation au niveau régional. En parallèle, le projet de Grande Somalie émerge au sein des partis nationalistes somaliens. Ce projet revendique le rattachement de territoires sous souveraineté éthiopienne mais peuplés de Somaliens, telle la région de l'Ogaden, à une Grande Somalie unifiée dans la Corne de l'Afrique. Le pansomalisme donc est présenté par les dirigeants africains comme une œuvre de décolonisation, et les nationalistes pansomalistes reçoivent notamment l'aide de Moscou, mais aussi du Caire. Dans les années 1970, revirement géopolitique dans la Corne. L'Égypte, désormais dirigée par Sadat, passe à l'ouest. Inversement, l'Éthiopie, qui connaît une révolution populaire en 1974, puis l'installation d'un régime militaire entre 1974 et 1977, passe progressivement à l'est, notamment sous l'impulsion du dictateur Mengistu Haïlé Mariam. Cette même année commence la guerre de l'Ogaden dans la province éthiopienne qui borde la Somalie.
Cette fois-ci, les nationalistes somaliens perdent le soutien de l'URSS et finissent par être soutenus par l'Occident et l'Égypte, tandis que l'Éthiopie réussit à obtenir la faveur du bloc soviétique. Une fois encore, les deux pays, Égypte et Éthiopie, sont dans des camps opposés, l'Égypte décidant de soutenir les pansomalistes pour affaiblir son rival éthiopien. À partir des années 90, le régime de la junte militaire tombe en Éthiopie, qui se démocratise, et l'Érythrée, qui était encore sous contrôle d'Addis Abeba, obtient l'indépendance en 1993, après plus de 30 ans de combat contre l'Éthiopie. S'ensuivent plusieurs années d'entente, mais en 1998, nouvelle guerre. L'Érythrée envahit certains territoires éthiopiens, mais son offensive est repoussée et le conflit tourne en sa défaveur. En 2000, la paix s'installe entre les deux pays au profit de l'Éthiopie, qui bénéficie alors d'un important rayonnement diplomatique. Les relations entre Addis Abeba et le Caire, couplées à la diplomatie égyptienne en Afrique, vont presque disparaître après 1995, du fait de la tentative d'assassinat manqué du président Moubarak lors d'une visite officielle dans la capitale. Il faut ensuite attendre l'éclatement des printemps arabes en 2011 et l'arrivée au pouvoir d'Al-Sisi entre 2012 et 2013 pour que l'Égypte s'intéresse à nouveau à la Corne de l'Afrique. C'est notamment lié au fait que l'Éthiopie avait profité du chaos chez son rival pour lancer le fameux projet du barrage du millénaire qui deviendra bientôt le barrage de la Renaissance. Vieux projet en réalité, l'Égypte y avait été opposée pendant des décennies. 10 ans plus tard, et après un bras de fer diplomatique riche en rebondissements, pendant lequel l'Égypte a tout fait pour faire valoir ses droits sur le fleuve et empêcher l'Éthiopie de faire aboutir la construction du barrage, les deux pays sont entrés dans une phase de refroidissement des relations. En effet, au début des années 2020, le remplissage du barrage commence à être réalisé et le barrage est mis en service à partir de février 2022, et il commence à produire de l'électricité à ce moment-là. Et ce, aux grandes dames de l'Égypte, si vous me passez le jeu de mots. Ainsi, si l'on remonte dans le temps, on comprend beaucoup mieux pourquoi les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie sont si compliquées. Alors on le comprend, le barrage de la Renaissance construit par Addis Abeba est un véritable point rouge pour le Caire. Quels sont selon vous les véritables enjeux que soulève cette infrastructure pour la région ? Alors, pour répondre à votre question, tout d'abord l'Égypte est confrontée à une insécurité alimentaire et hydrique croissante, situation qui a vocation à empirer avec la croissance démographique ininterrompue du pays. Le fleuve est donc d'importance capitale pour l'Égypte, pour des raisons à la fois symboliques, Hérodote disait de l'Égypte que le pays était un don du Nil, mais surtout pour des raisons pratiques. La civilisation égyptienne s'est en effet construite autour du Nil, unique source de vie dans une région aride. À tel point d'ailleurs que le calendrier égyptien a été pensé autour des cycles du Nil, cycles qui rythmaient les cultures et la fertilité des terres. Historiquement, les baisses de niveau du Nil ont toujours donné lieu à des périodes de disette comme celle décrite sur la fameuse stèle de la famine d'Assouan, laquelle faisait référence à une période de 7 ans durant laquelle des récoltes auraient été calamiteuses et auraient engendré une famine exceptionnelle à l'époque. Conséquence donc de cette dépendance, le Nil est aussi la grande faiblesse de l'Égypte. L'agriculture, qui repose entièrement sur les irrigations du fleuve, est le secteur clé de l'économie. 30% de la population active en vit, et l'histoire égyptienne regorge d'inventions et grands projets d'infrastructures qui ont pour objet de maîtriser le courant. Pléthore de barrages ont été réalisés, à l'instar du Oldham, financé par les Anglais au tournant du XXe siècle, ou encore de celui d'Owen Falls, en Ouganda. Insuffisant, c'est finalement le haut barrage d'Assouan, initié par Nasser dans les années 50, qui doit permettre d'enfin maîtriser le flux de ce fleuve vital pour la population. Des enjeux énergétiques se sont de plus ajoutés aux besoins alimentaires. La construction du haut barrage d'Assouan en 1960 a par exemple permis de réduire la dépendance énergétique de l'Égypte en produisant 10 à 20% de l'électricité du pays. Dépendante du flux du Nil, l'Égypte l'est donc aussi des populations situées en amont du fleuve et qui peuvent en contrôler le débit. Près de 80% du trajet du fleuve est effectué en amont des frontières égyptiennes. Or, l'Éthiopie, traversée par un des affluents principaux, le Nil bleu, qu'il nomme la baie, a elle aussi des besoins énergétiques croissants. Le pays a connu une phase de croissance rapide malgré un taux de pauvreté qui reste toujours élevé. Surnommé le tigre africain, l'Éthiopie a rejoint les BRICS en 2024 et ne compte pas s'arrêter sur sa lancée. Le Nil représente donc une ressource naturelle en électricité importante pour un pays en voie d'urbanisation dont les besoins sont croissants. Dans un contexte où le réchauffement climatique pourrait accentuer encore davantage les difficultés en lien avec la gestion des eaux du Nil, on comprend que ce dossier soit un sujet de dispute potentiellement violent. Le Nil est donc devenu pour l'Égypte une question de sûreté nationale. Un accident sismique ou autre serait une catastrophe pour les plaines égyptiennes et pour sa population. Le risque d'instrumentalisation du Nil au gré des intérêts politiques n'est pas à écarter donc.
notamment au vu des nombreux points de discorde qui rythment déjà les relations des États de la Corne de l'Afrique. La crise du canal de Suez de 1956 a déjà montré la façon dont les puissances peuvent utiliser leur levier de pression dans les contextes de tensions internationales. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'Égypte qui en possède les clés. À ce rapport de force politique s'ajoute un poids symbolique pour deux des principales puissances du continent, en proie à une rivalité historique, comme évoqué précédemment. Toutes deux ont des velléités d'expansion et de domination, se présentant comme leaders du continent africain sur la scène internationale. Il y a une compétition pour apparaître comme la puissance régionale sur le plan militaire mais aussi économique, puisque l'Éthiopie et l'Égypte ambitionnent toutes deux de jouer un rôle plus important dans le commerce qui passe par la mer Rouge et le golfe d'Aden. Il faut rappeler que cette opposition recoupe des clivages religieux, l'Égypte étant majoritairement musulmane et faisant partie de la Ligue arabe, tandis que l'Éthiopie est un État subsaharien à majorité chrétienne. Alors le 1er janvier 2024, l'Égypte et l'Éthiopie rejoignent les BRICS. Pourtant, on le voit, les relations ne cessent de se dégrader entre les deux pays. Avec ce nouvel accord tripartite entre Mogadiscio, Asmara et Le Caire, cette tendance va en s'empirant. Pourriez-vous d'ailleurs nous en dire plus concernant les grandes dynamiques à l'œuvre au sein des sociétés de la Corne de l'Afrique et leur impact dans les évolutions géopolitiques récentes, notamment du point de vue éthiopien ? Comme vous venez de l'évoquer, l'Égypte et l'Éthiopie ont tous deux rejoint l'organisation des BRICS l'année dernière à la suite de négociations au sein du club des pays émergents. De toute évidence, cela s'inscrit dans un mouvement assez large d'affirmation du monde en développement, tout du moins d'affirmation des pays les plus avancés sur la voie du développement, comme le sont en Afrique l'Éthiopie ou bien l'Égypte. Alors que nous observons dans la Corne de l'Afrique des sociétés extrêmement dynamiques du point de vue économique aussi bien que démographique, les États connaissent des défis gigantesques pour le développement et la stabilisation de leur régime. L'enrichissement relatif vécu par un pays tel que l'Éthiopie depuis quelques années provoque des vents contraires. D'un côté, le pays pèse effectivement de plus en plus sur le plan économique dans le commerce régional et se veut être une puissance motrice dans la région qui cherche à améliorer son accès à la mer et donc aux routes commerciales afin d'écouler sa production, laquelle va croissante. Je rappelle que l'Éthiopie l'année dernière c'est 8% de croissance. Mais de l'autre, les inégalités socio-économiques s'accroissent et provoquent des tensions internes qui vont elles aussi croissantes, du fait que certaines régions et certaines ethnies sont plus ou moins favorisées que les autres dans ce processus de développement. Rappelons que l'Éthiopie connaît depuis fort longtemps des divisions importantes sur le plan ethnique, entre les Oromos, l'ethnie actuellement dominante, les Amharas, les Tigréens mais aussi les Somaliens d'Éthiopie dans l'Ogaden. Pour le pouvoir central, l'enjeu est donc de sortir des guerres internes par le haut, en développant un sentiment national éthiopien fort, quitte à provoquer ce faisant des tensions avec certains voisins arabisants, tels la Somalie ou bien l'Érythrée. Il faut dire également que l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, est un pays où la majorité de la population est jeune, voire très jeune. La catégorie la plus nombreuse étant celle des moins de 20 ans, si on regarde la pyramide des âges. Et que ça a un effet important sur la manière dont la société éthiopienne évolue politiquement. On le sait tous, la jeunesse est associée à la vitalité et à l'effervescence politique. La jeunesse est bien souvent revendicative, et dans le contexte éthiopien, c'est de revendications soit identitaires et ethniques, soit nationales dont il s'agit, mais aussi de revendications modernisatrices, notamment portées par la jeunesse urbaine. D'où le renforcement d'une politique à la fois développementaliste et nationaliste à l'initiative du pouvoir central de Addis Abeba, lequel cherche à empêcher la radicalisation des plus jeunes vers le militantisme ethnique en leur proposant un projet plus mobilisateur. Afin d'atteindre cet objectif de renforcement de l'identité nationale, on va développer des narratifs inspirés de l'histoire longue du pays, dans l'espoir de sécréter un peuple partageant les mêmes références et les mêmes revendications. Et effectivement, les revendications d'accès à la mer, mues avant tout par les besoins économiques du pays, coïncident avec un narratif sur le droit naturel de l'Éthiopie à pouvoir atteindre la mer Rouge et l'océan Indien. De fait, l'Éthiopie a quelquefois eu accès à ces eaux dans son histoire et elle ne manque pas de le souligner. Un autre facteur important de cette évolution politique de l'Éthiopie, c'est le développement urbain, et notamment celui de la capitale éthiopienne Addis Abeba elle-même, qui va de pair avec le développement de plus en plus accentué d'une administration d'État qui aspire à la centralisation du pays et à l'effacement des particularismes ethniques. Ce modernisme des villes, qui s'affirme avec le développement des classes moyennes urbaines, tire le pays tout entier vers le développement et l'accumulation de puissance. Il est aisé de comprendre que dans de telles circonstances, un grand projet national tel que le barrage de la Renaissance soit si important pour le pouvoir central. À lui seul, le barrage incarne la volonté de modernisation et de développement de la capitale. Il est également aisé de comprendre pourquoi ce pays était un candidat parfait pour rejoindre les BRICS en 2023,
puisqu'il coche effectivement toutes les cases de l'organisation. En ce qui concerne l'Égypte, celle-ci est dans une situation assez comparable mais subit des contraintes beaucoup plus lourdes en général. De fait, la démographie est tout aussi dynamique pour l'Égypte que pour l'Éthiopie. C'est cette fois-ci beaucoup plus une faiblesse qu'une force pour le pays. En effet, à l'origine des printemps arabes de 2011, c'était notamment la question des prix à la consommation des denrées alimentaires, et plus de 10 ans après, la problématique alimentaire reste entière en Égypte, qui importe déjà une grande quantité de nourriture depuis l'étranger. Si le gouvernement d'Al-Sisi essaye par tous les moyens d'augmenter la part de terres arables en Égypte, ces efforts n'ont pour le moment pas eu beaucoup de succès. En réalité, l'Égypte a même commencé à perdre de la surface cultivable à cause du réchauffement climatique et aussi de la salinisation du delta du Nil. C'est donc véritablement un enjeu de sécurité et de souveraineté pour elle que de pouvoir s'assurer que le débit du Nil soit stable et ne diminue pas dans l'avenir. Toute diminution en effet du débit peut avoir des conséquences dramatiques en aval pour l'irrigation et l'agriculture égyptienne. Et c'est sans évoquer la question du stress hydrique et du manque d'eau potable en Égypte en général. D'où la très forte susceptibilité de la diplomatie du Caire concernant le barrage de la Renaissance. De ce fait, on comprend beaucoup mieux pourquoi l'Égypte, face à de tels enjeux, cherche désormais à exercer une pression gigantesque sur l'Éthiopie, même si pour l'instant cette dernière a réussi à trouver des soutiens nombreux sur le dossier de la gestion de l'eau, par exemple le Kenya, l'Ouganda, le Burundi. L'un des gros avantages de l'Égypte cependant, c'est son accès facile à la mer qui lui permet d'avoir accès au commerce international, ainsi qu'à des revenus grâce au transit de marchandises qui passent par le canal de Suez, malgré les attaques réalisées par les Houthis du Yémen depuis un an. En étendant son influence dans la Corne de l'Afrique, l'Égypte cherche en effet à préserver son avantage maritime et commercial, ainsi qu'à sécuriser ses approvisionnements en ressources, et notamment en ressources alimentaires. Et puis de façon générale, avoir de telles ambitions géopolitiques permet aussi au régime militaire de pouvoir faire diversion afin de détourner l'animosité des Égyptiens vers la Corne de l'Afrique. Ainsi, nous voyons que la situation régionale est profondément façonnée par les évolutions économiques et sociales des pays de la région, lesquels ont des intérêts et des contraintes propres aux pays en développement et aux puissances émergentes, et qui trouvent donc dans le nationalisme le moyen de canaliser les vents contraires qui sont agités en leur sein. Très bien, et comment l'Éthiopie a-t-elle réagi à cet accord qui contribue, sans la nommer expressément, à l'isoler sur la scène régionale? Y a-t-il éventuellement eu d'autres réactions internationales? Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que les médias pro-éthiopiens ont tout fait pour accuser l'Égypte de déstabilisation dans la région. Rappelons que du côté éthiopien, le narratif général sur lequel s'appuie Addis Abeba pour défendre ses revendications, qu'elles soient en lien avec le barrage de la Renaissance ou avec sa volonté d'accéder à la mer, c'est celui du droit des peuples au développement, ainsi que de l'égalité des peuples face au développement. Les médias, mais aussi les représentants éthiopiens, à commencer par Abiy Ahmed lui-même, Premier ministre éthiopien, parlent en permanence de développement pacifique sur un mode qui fait d'ailleurs beaucoup penser à la diplomatie chinoise. Pour Addis Abeba, la coalition qui est en train, semble-t-il, de se constituer contre elle avec l'Égypte, la Somalie et l'Érythrée, est perçue comme une forme de complot contre le développement et le progrès régional, et comme un acte belliqueux qui pourrait provoquer des tensions regrettables dans le futur. Cependant, il est clair que sa responsabilité dans la montée des tensions est pleine et entière, du fait de son initiative en janvier dernier de traiter unilatéralement avec un État non reconnu par la plupart des acteurs de la région, particulièrement la Somalie, à savoir le Somaliland. En faisant cela, Abiy Ahmed a déclenché un mécanisme classique dans les relations internationales, qui est celui de l'équilibre des puissances, qui énonce que toutes les puissances qui se sentent menacées commencent à former des ententes militaires et sécuritaires défensives pour contenir la menace. Il semble que dans le cas qui nous intéresse, celui du mémorandum d'entente avec le Somaliland, l'Éthiopie ne soit pas tout à fait en position de force. Celle-ci a jusqu'à la fin de l'année pour mettre fin à cet accord, sinon l'Égypte a déclaré qu'elle enverrait effectivement des milliers de soldats en Somalie pour remplacer les troupes éthiopiennes dans la lutte contre le terrorisme, ce qui serait extrêmement dangereux pour l'Éthiopie, qui aurait désormais des troupes rivales à sa frontière sud, frontière particulièrement sensible du fait que la région de l'Ogaden est peuplée par des Somaliens, dont une partie cherche l'indépendance et le soutien d'une puissance étrangère. Donc de façon plus globale, l'accord tripartite a été perçu par l'Union africaine comme un pas de plus vers l'escalade militaire. Et certains observateurs ont fait remarquer que l'Égypte pourrait dans l'avenir permettre à la Somalie de rétablir son autorité sur le nord du pays, donc le Puntland, voire sur le Somaliland lui-même. Mais enfin ça reste à voir. En ce qui concerne les Occidentaux, ceux-ci ont davantage pris position en faveur de l'Égypte et ont très souvent condamné l'Éthiopie pour des raisons multiples. Les États-Unis ont très mal pris par exemple la politique ethnique extrêmement violente de Abiy Ahmed, et notamment l'atteinte aux droits de l'homme dans le pays.
De plus, les Occidentaux ont besoin de l'Égypte dans divers dossiers, tels que celui de Gaza ou celui du Yémen. Et enfin, il existe une méfiance quant aux ambitions de l'Éthiopie en général. On pense que ce pays est un des plus favorables à la Chine dans la Corne de l'Afrique, et qu'il constitue un facteur négatif pour l'intérêt occidental. Il y a tout de même quelques exceptions. Tout d'abord, bien qu'opposés aux actions de l'Éthiopie au Somaliland, les autres acteurs du Nil sont méfiants vis-à-vis de l'Égypte. Et par exemple, l'Ouganda a exprimé ses réticences à l'idée d'avoir des troupes égyptiennes en Somalie, notamment par peur qu'une percée des terroristes d'Al-Shabaab fasse plonger la région dans un cycle de violence encore plus profond. Par ailleurs, les États du Golfe, comme les Émirats, cherchent aussi à développer leurs intérêts portuaires dans la Corne de l'Afrique, et ils estiment que soutenir l'initiative éthiopienne pourrait constituer un précédent intéressant pour leurs intérêts. Du point de vue des BRICS, c'est très compliqué, car les deux pays rivaux sont désormais membres à part entière de l'organisation, et donc cette dernière ne peut pas vraiment se prononcer à ce titre. Enfin, le représentant spécial par intérim du secrétaire général de l'ONU a bien évidemment appelé à une baisse des tensions, dénonçant l'escalade militaire dans la Corne et pointant du doigt en particulier le mémorandum et donc la responsabilité éthiopienne. Alors pour terminer, Monsieur Villemain, peut-on s'attendre véritablement à un embrasement régional ? Comment voyez-vous l'évolution de la situation d'un point de vue pragmatique ? Alors, c'est très difficile à dire. Pour vous répondre, je vais mettre en lumière quelques points saillants qui peuvent éclairer notre jugement. Tout d'abord, l'Égypte est dans une situation intérieure plus que précaire à cause de la surpopulation de ses villes, des problèmes d'approvisionnement en eau et nourriture, mais aussi à cause de la corruption et du type de régime. Ensuite, celle-ci est déjà impliquée comme intermédiaire dans divers conflits régionaux tels que celui à Gaza, celui au Soudan, celui au Liban et celui au Yémen. Ces dossiers sont déjà assez lourds et chacun des conflits se situe plus ou moins aux frontières de l'Égypte ou bien dans la mer Rouge qui est en partie un lac égyptien. L'Égypte n'a donc pas nécessairement envie de se lancer dans une véritable guerre de proxy en Somalie contre l'Éthiopie. De la même manière, les États-Unis et l'UE ont déjà beaucoup d'autres problèmes plus urgents à régler que celui-ci pour le moment. C'est pourquoi nous devons peut-être nous attendre à une sorte de paix armée dans la région, avec tout d'abord effectivement une militarisation accrue des frontières, mais aussi des levées de sanctions économiques, des manœuvres diplomatiques pour faire intervenir des puissances externes, et des tentatives d'ingérence dans les affaires internes des pays, notamment du côté des pays de l'accord tripartite, qui peuvent avoir intérêt à ce que l'Éthiopie soit occupée, à régler ses propres différends internes sur le plan ethnique. Pour le moment, aucun pays ne semble vraiment dans la nécessité de battre en retraite. Donc le statu quo semble être inévitable, tout du moins jusqu'à ce qu'un gouvernement change de stratégie à la suite d'une élection, d'un renversement de pouvoir ou d'un événement imprévisible quelconque, comme un assassinat d'un chef d'État par exemple. Il est toutefois possible que je me trompe et que certains gouvernements soient moins raisonnables que cela en décidant d'agir de façon aventureuse, de façon préventive, en lançant les hostilités. Cela pourrait venir de l'Éthiopie si par exemple l'Érythrée approfondissait de trop ses relations avec les groupes armés du Tigray, mais cela pourrait aussi venir des groupes armés eux-mêmes. La situation dans la région étant assez instable, un conflit pourrait éclater de façon impromptue à cause d'un dossier ethnique ou à cause d'un incident frontalier en lien avec la militarisation des frontières. Nul n'est capable, au stade où nous en sommes, de prédire si de tels scénarios sont véritablement probables. Merci infiniment, Monsieur Villemain, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chers auditeurs, le Globecast vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode consacré au décryptage de l'actualité. À bientôt!